On va continuer. Donc, je saute un instant les abruzzes. Je préfère passer par, le volcan, un nouveau. Donc, de volcan à volcan. Cette fois, un volcan éteint qui est en Basilicate. Alors, vous voyez là tous les petits cônes variés éventuels. Voilà, je me suis arrêtée au Vésuve, qui est toujours noté autant que volcan. Mais si vous descendez un tout petit peu, voilà, vous avez le Vulture, qui est donc un volcan considéré éteint. Donc, c'est un volcan qui a été limé par l'action et la dégradation des terres. Et du coup, donc, voilà, nous rencontrons l'Aglianico, qui est donc le maître de Campanie. Mais je préfère vous présenter, alors ça, c'était tout à fait, voilà, comme c'est moi qui ai fait la sélection, c'est moi qui choisis, c'est moi qui défends. Je préfère vous présenter la version de Basilicate, déjà parce qu'elle est moins connue, et peut-être vous donnera envie d'aller découvrir celle de Campanie. Voilà, autant que l'inverse n'est pas tout à fait automatique. Et du coup, donc, ce cépage, dont le nom évoque la Grèce, Aglianico dell'Enico, probablement importé par les Grecs. Bon, il est endémique de Campanie et de Basilicate, et il préfère souvent les terres volcaniques, jeunes ou moins, puisque quand on parle du volcanisme du Vulture, c'est un volcanisme très, très, très primitif, mais sous des terres de dégradation de basalte. Donc, c'était de la lave, pure et dure, totalement dégradée, qui a aujourd'hui donc donné des terres assez riches, surtout en minéraux. Comme en ce cas, vous êtes sur une contrada qui s'appelle Maschito, et du coup, le nom de la cuvée est un petit jeu de mots qui s'appelle Damaschito, ça veut dire provenant de Maschito, mais Damasque, c'est aussi cette soie lourde et très pesante, qui est donc le tissu de Damas, donc ce côté très, très, très compact, mais en même temps assez soyeux, et donc par jeu de mots, hein, voilà. Vous avez aussi une aigle moyenâgeuse, qui est l'emblème de Frédéric II de Suède, qui a été pendant très longtemps grand maître de l'Italie méridionale, et que l'histoire raconte a demandé donc des pieds d'Aglianico pour pouvoir les planter donc ailleurs, et notamment en Basilicate. Donc ça, c'est un peu l'histoire qui se raconte. Mais du coup, donc, on a choisi cette aigle moyenâgeuse en termes d'emblème, donc plein de choses intéressantes liées donc à cette au donc 13e et 14e siècle, le moment sur lequel donc les vins d'Aglianico prennent un tout petit peu toute leur importance et leur constitution. Donc, Grifalco, qui est l'un des domaines qui se situe donc sur cette merveilleuse zone, une région minuscule avec un vignoble minuscule. Je vous invite à visiter Matera avec i Sassi, donc une zone troglodyte d'extrême beauté, très sauvage, qui a en vérité vécu cette nouvelle vie touristique, mais surtout agricole, due effectivement à cette présence donc, du Vulture, qui donc donne ces très jolies choses. Vigne très haute, de nouveau, on est entre 600 et 900 sur ce côté plateau coupé, donc vaste altipiano. Et ça, donc c'est la zone sur laquelle nous sommes. De nouveau, un très joli zonage. Et Maschito est donc ces petits cœurs de l'appellation ici, qui se trouvent là, en sachant que donc Rapol, Barile, Ginestra, Rio Nero, ça c'est la zone la plus dédiée à la viticulture. Et du coup, donc, nous sommes sur des 60 jours de macération et 12-18 mois en tonneaux, donc de chêne, sur des sols, je voulais vous les montrer, qui sont, donc, vous voyez, très rouges. Donc, on a des tufs blancs, on a des terres plus noires. Maschito est vraiment riche en fer et manganèse. Chose qui donne donc ces tonalités très très rouges à la terre et qui marque aussi un tout petit peu la tonalité des vins. Donc voilà. En considération de l'Aglianico, le clone cultivé en Basilicate n'est pas tout à fait identique à celui évidemment de Campanie. On dit qu'il est plus élégant et légèrement plus doux. Si l'Aglianico peut être défini doux, vous m'en direz. Voilà.
Hop, on y va. D'accord. Non. Alors, nous sommes en présence d'un vin rouge, d'une robe grenat quelque peu foncée, d'une belle intensité. On a une belle brillance également. Pour ma part, le vin est un petit peu trouble dans mon verre avec quelques dépôts. On a un premier nez qui est vraiment charmeur, accueillant. On est vraiment sur des notes de fruits ici, notamment cerises. Mais aussi un petit peu un côté pruneau, j'ai l'impression. C'est un vin qui a une belle complexité aromatique. Si j'agite un peu le verre et que j'aère le vin, on a d'autres arômes qui se dévoilent. J'ai un petit peu de bois, on sent qu'il y a eu un vieillissement en fût, mais pas uniquement, j'ai quelques épices, du poivre noir, et également un côté clou de girofle. Et je décèle aussi quelques notes animales, notamment un côté un petit peu, non pas cuir, mais si un petit peu cuir, mais un peu crin de cheval aussi, j'ai l'impression. L'entrée en bouche est nette. On sent directement ces arômes de fruits, comme je le disais, qui confirment le nez. Vraiment cette cerise. Et aussi des fruits un petit peu plus noirs, je pense notamment à la mûre. L'acidité est modérée. On a vraiment par contre une trame tannique sur la fin de bouche qui est bien présente. J'ai oublié ce que je voulais dire. Je ne rigole pas de vous, je rigole de ma bouche. Puisque ces tanins-là sont capables de vous dévier complètement. Votre bouche est totalement attirée par cette masse de tanins qui, en plus d'être forte en termes de quantité, est musclée en termes de qualité d'approche. Ça me rappelle, alors j'écris le tanat sur mes suggestions, mais c'est vrai que là, comme ça, en dégustant comme ça, j'aurais bien mis le Mourvèdre aussi, franchement. Et je serais bien partie à Bandol, mais de toute force, on a ce côté asséchant. C'est pour ça que ma question est, êtes-vous vraiment sûr qu'il n'y a pas d'acidité ici? Alors oui, si vous mesurez l'acidité par le volume de salive produite, je mettrais l'acidité à 0. Mais c'est pas ça. Hein. On a vraiment un tanin extrêmement efficace, totalement asséchant, chose qui est véritablement une signature comme celle de la Mourvèdre du tanat. C'est pour ça que je pense à ce cépage comme un vrai monstre en termes d'efficacité tannique. Voilà, s'il y a un terminateur tannique, voilà, l'Agnanico fait partie de ce petit groupe de cépages qui ont un pouvoir tannique en quantité, mais en efficacité, qui est vraiment très impressionnant. Mais alors du coup, il est charpenté, mais c'est bien structuré. Justement, l'acidité, vous en parlez, là je viens de regoûter, ça prend pas tellement le pas, c'est bien accordé. C'est ça sa force. Quand c'est bien interprété, un peu comme les tanates, un peu comme les Mourvèdres, ça donne des vins qui sont très intrigant. Alors, long à la détente. Voilà, vous n'allez pas boire la bouteille dès qu'elle sort. C'est comme, voilà, hein, vous achetez le dernier millésime de Domaine des Templiers. Jamais ça me vient en tête de tirer le bouchon et de l'offrir en apéritif aux amis qui viennent. Ils me regarderont bizarrement, ils ne viendront plus. Hein. Ça, c'est un peu le truc.
Mais c'est vrai que c'est des bouteilles que vous jetez à la cave et que vous repêchez. Ah bah tiens, t'es là. Oh, youps. Et voilà. Et c'est ça la magie, et la magie opère. Ça fait partie de ces tanins qui sont un peu hors contexte actuel, qui est j'achète, je bois. Mais qui peuvent s'affiner justement avec le vieillissement. Énormément, bien sûr. Température de service, je trouve que là c'est la bonne température. Entre Pas trop froid, oui. Ouais, 15, 16, 17 degrés par là. Avec cette astringence, actuellement, vaut mieux ne pas aller trop froid, sinon vraiment vous allez avoir une paralysie de la mâchoire. Non, c'est un vin qui a de la puissance. Donc moi, pour un accord, je l'accorderais bien avec un canard, le plat signature de la Tour d'Argent. Je pense, canard au sang. Le canard au sang, voilà. Vous mettez le canard, je mets le vin. Allez. Super. Non, donc c'est un suprême de canard rôti avec une sauce réalisée à base de sang, de foie de canard mixé, avec sel, poivre, madère, cognac. Donc c'est une sauce qui envoie. À l'entraille comme à l'entraille. Ouais, je suis bien d'accord. Non, ça se marierait bien avec le vin. Sinon, je pense également à un canard à la royale, ce genre de choses. Quelque chose d'assez puissant. En garniture, quelque chose de très simple, des pommes soufflées, croustillantes. En vérité, il n'a pas besoin de rien. Moi, j'irais bien chercher un peu d'aventure chez les produits racines. Bien sûr. Racines de tout genre. Produits sous bois, même si je vais un peu en contraste. Ça reste encore assez jeune. Mais ce côté tabac, cuir, pourquoi pas, voilà, me faire entrer, c'est un peu la saison, champignons, truffes noires, voilà, ces choses un peu... Ou je pense aussi à peut-être une brunoise de céleri avec un jus à la truffe, pourquoi pas. Ouais, ça me va bien, honnêtement, oui, on peut se faire plaisir. Monsieur Fréchon faisait ces fameux macaronis fourrés à la truffe noire, dont j'ai encore le souvenir. Hein? Moi, je tenterais voilà, ce côté passage en force sur un rouge un peu riche. Vous vouliez peut-être dire quelque chose? Oui, parce que vous parlez du tanat. Ouais. Là, la Glyanico, de manière générale, il est moins concentré ou il est plus concentré que le tanat? Oh, je dirais qu'on kiffe quand même à ces niveaux-là. À mon avis, je crois qu'il est un peu moins concentré que le tanat. Le tanat, en termes de force tannique est vraiment, mais dans ce côté asséchant, voilà. D'ailleurs, je regrette, je vais quand même essayer de rajouter l'amour vèdre sur une prochaine édition, puisque là, comme ça m'est venu vraiment de façon comme une sorte de gifle. Pourquoi t'as pas mis l'amour vèdre? Voilà. Et c'est vrai que sur le Glyanico et surtout sur cette cuvée, ça fonctionne bien, l'idée de penser à Bandol. Sur le vin précédent et sur celui-ci, moi, pour moi, né et élevé en Méditerranée, j'ai toujours une petite pensée pour les olives noires. Et sur le Nero d'Avola et sur celui-ci. J'ai cette mâche végétale finale, mais qui est celle du pâté d'olive noire, de l'olive noire. En effet, j'ai ces notes végétales, peut-être plus sur le Nero d'Avola que sur le Glyanico, mais j'ai toujours cette petite finale qui est celle d'un pâté d'olive noire qui s'estompe gentiment en bouche. Et donc ce végétal olive qui me plaît et que je retrouve, mais parce que... Non, mais c'est vrai, un côté un peu tapenade d'olive noire. Oui. Eh bien, merci. Avec plaisir. D'autres suggestions? Ça va? Ah ben là c'est difficile. Voilà. Plus on a des personnalités aussi affirmées dans le sens des tanins, plus c'est vrai que c'est assez difficile de sortir de cette couplette merveilleuse viande rouge tanin puissant. Donc ça, et le problème, c'est que c'est pas tant d'être un peu traditionnaliste, c'est que ça marche vraiment bien. Ça veut dire que c'est vraiment cet amour immédiat entre le sang viande et le sang dans le vin, chose qui fait vraiment cette liaison directe qui est assez difficile à casser. Voilà. Enfin, aller chercher autre chose, la question qui se pose est pourquoi? Vu que ça marche tellement bien, pourquoi? Voilà. OK. Bon, alors, fermez les yeux, je reviens un instant en arrière. Et donc, on va plutôt dans les Abruzzes, hein, comme je vous disais. Cette belle région, toute petite, au bord des montagnes. Donc, pensez à une montagne
qui dévalent dans la mer. Voilà, ça c'est les Abruzzes, avec une nature encore complètement vierge et intouchée. Comme vous voyez bien, la zone des vignobles se situe vraiment front de mer, puisque plus vous rentrez, plus vous montez rapidement en altitude et plus vous vous retrouvez sur des sols calcaires, mais alors durs. C'est des sols dolomitiques, c'est des sols vraiment avec des altitudes qui deviennent assez impressionnantes dès le départ. À Roccarazzo, on skie. Voilà, c'est juste pour vous dire. Et vous voyez bien que la distance avec la mer n'est pas non plus BZF. C'est vraiment haut, ça c'est influence, c'est air froide qui brasse. Et on découvre donc 2 cépages majeurs qui ont donné le nom aux 2 appellations visibles de la région, qui sont donc Montepulciano d'Abruzzo et Trebbiano d'Abruzzo. Plus facile que ça, on meurt. Bon, il y a des variétés autochtones qui arrivent, qui sont un peu en transversale sur des régions voisines, le Pecorino, la Passerina, et même comme ça, un peu dans cette idée de remettre au goût du jour des variétés autochtones, mais les Abruzzes, Montepulciano, Trebbiano, et nous y sommes. D'ailleurs, si vous regardez bien, le Montepulciano couvre 56% du vignoble et les Trebbiano, entre Toscano et Abruzzese, le reste des 27%. Donc 56 et 27. Pour les autres, il n'y a pas beaucoup de place. Mais voilà, on en trouve, on a des productions donc assez différentes. Et donc nous, on va s'intéresser du Montepulciano parce que j'ai une vraie passion pour le Montepulciano, puisque c'est l'un de ces cépages qu'on a déjà maltraité, nous, autant qu'Italiens. Okay? C'est un cépage un peu comme le Cabernet Franc qu'on a vraiment sous-estimé au grand max. D'accord? On en a fait des choses faciles, rapide à boire, le fameux petit. Hein? C'est très parisien. Donnez-moi un petit. Voilà. Hein? Et ça, c'est un peu la sœur du Montepulciano. Déjà, comme cépage, il va naître d'une erreur de sommellerie. C'est pas mal, ça. Hein? En effet, Sant'Elancerio, qui est l'un des sommeliers, des premiers répertoriés, qui avait l'habitude d'écrire ses notes, donc ces carnets de notes nous sont parvenus, nous sommes au XVIe siècle. Il était donc le sommelier, il coppiere, du pape Paul III. Et donc, il sillonnait l'Italie pour lui trouver des trucs à boire et à manger, surtout à boire, et donc il notait ses dégustations. Et lui, donc, en goûtant les vins de Montepulciano, la ville, fait une erreur madornale puisqu'il considère que le cépage rencontré dans les Abruzzes est aussi cultivé à Montepulciano. Donc, il décrit les vins de Montepulciano, ville, comme étant les vins issus de ce cépage. Quelle erreur, puisque les vins de Montepulciano, ville, sont issus de Sangiovese. Et donc, cette erreur de dégustation reste gravée à jamais, puisque comment on appelle ce cépage? Montepulciano. Monsieur Sant'Elancerio, à chaque fois qu'on prononce le Montepulciano, à mon avis, se retourne dans la tombe en disant « J'ai fait plein de choses bien, pourquoi on se souvient de moi par cette erreur ?» C'est comme ça, c'est la vie. Et du coup, voilà, le Montepulciano prend le nom de la ville dont il n'a jamais mis les pieds, puisque les assemblages de la ville de Montepulciano sont à base de Sangiovese, cépage qu'on découvrira tout en dernier. Voilà, donc ça, c'est nos derniers coups sous les coups de midi, voilà, on aura Chianti et Brunello. Mais du coup, le Montepulciano cépage, qui donc fait creuser un peu la tête à tous, puisque nous sommes un peu dans l'idée de cette homonymie terrible entre l'appellation et le cépage, offre en revanche un cépage de grande envergure. Je trouve que le Montepulciano est vraiment... voilà, les premiers à ne pas y croire sont vraiment les Italiens, quoique de plus en plus maintenant, et on a quelques vignerons qui y a cru fortement. Et un peu comme les vignerons de Chinon ou de Bourgueil qui ont les caves pleines de vieux millésimes, que quand on les sort, on devient bourrique parce qu'on se dit ah, « c'est vrai, le Cabernet Franc fait ça ?»
Voilà, on fait la même chose sous les Montepulciano en disant ah, comment c'est vrai, le Montepulciano fait ça? Ah oui, le Montepulciano fait ça. C'est un cépage qui a une vraie capacité phénolique, a beaucoup d'arômes, a un vrai équilibre, sait construire une structure quand il est bien traité et vieillit hyper bien. Des vieilles cuvées qui ont plus de 30 ans sont juste superbes. Donc, c'est pour moi un vrai cépage. Donc, nous sommes sous la partie nord de l'appellation, celle qu'on appelle Colline Teramane, et qui a été donc élue DOCG dans des temps relativement récents. On a donc deux DOCG, l'une relative à une zone qu'on appelle Tollum et l'autre donc les collines Teramane. Et donc, nous sommes sur une version riserva, que donc maintenant on a compris être donc sur un élevage beaucoup plus long. Donc, 26 mois en foudre, 25 hectos et 2 ans supplémentaires, jusqu'à un total donc, de presque 5 ans avant commercialisation. Voilà. Donc, Zanna est le lieu-dit, donc la vigne, c'est une mono-origine, c'est la sélection donc d'un seul vignoble. Zanna signifie croc. Les zanne sont les crocs, donc des fauves, donc c'est un peu le truc. Donc nous sommes à 300 mètres à peu près et nous sommes sur des argiles et des marnes, donc des sols froids, des sols posés qui se réchauffent lentement et qui offrent tout le loisir à ce cépage d'arriver à des maturités phénoliques complètes. Et donc voilà. Yep. Une autre zone de l'Europe centrale, connue pour ses forêts, dont les chênes coûtent un peu moins cher qu'en France. Et on a donc une série de tonnelliers italiens, type Garbellotto, qui se fournissent plutôt donc, en Europe de l'Est, donc sur ces forêts de chênes. Oui, c'est plutôt Europe de l'Est. Ouais. C'est des chênes d'Europe de l'Est. Qui sont des chênes européens, donc ce n'est pas des chênes américains. Ok, à qui? Alors, c'est Julien. Alors donc pour ce vin rouge, la robe est d'un grenat foncé très profond. On a des reflets rouges qui tirent sur le violacé. On a une robe qui est limpide, qui est nette, sans défaut. On ne voit pas beaucoup de signes d'évolution pour un 2017. Ensuite, sur le premier nez. Sur le premier nez, on a du fruit, mais pas le fruit un peu acidulé, vraiment le fruit plutôt fermenté, assez fermé, un peu écrasé. Mmh. Ce fruit un peu discret. On a un peu de floral. Je pense à une rose un peu fanée. Mmh. Ensuite, sur le deuxième nez. Sur le deuxième nez, ça confirme encore plus cette rose. C'est plus frais, c'est plus floral. Mmh. On a un peu d'arôme de sous-bois. Ça me fait penser à un champignon un peu particulier, le champignon bouton, qui a un parfum comment dire, un peu souple, un peu floral aussi. Mm. Considérez que je viens à peine de tirer le bouchon, donc il a aussi ce côté un peu. Il est en train à peine de s'étirer dans votre verre, parce que malheureusement, voilà. J'aurais dû croire plus. Ensuite, on va passer à la bouche. Mm-hmm. On a une attaque qui est assez souple, assez ronde. C'est un joli vin qui est gourmand. On a quand même une belle acidité, belle fraîcheur. Pour un 2017, encore une fois, je le trouve très frais. Mais à l'aveugle, j'aurais jamais tiré sur ce millésime-là. On se voit en 2047.
La difficulté, c'est juste les cacher quelque part pour ne pas les boire, puisque c'est des cépages assez agréables qu'on touche volontiers. Ça ne boude jamais, les Montepulciano ne boudent jamais. Donc c'est compliqué Et du coup, vous voyez bien, il a une charge jolie en fruits, en élégance, chose qui en fait, même sous des infusions très légères, des vins extrêmement plaisants. Et d'ailleurs, c'est la version la plus classique sur des vins assez bas de gamme en termes de prix, donc vraiment premier prix, qui sont à la base de la consommation italienne vicinique. Voilà. On en a une version rose qui ne l'est pas, par exemple. Ce qu'on appelle le cerasuolo. Et donc ce côté claret, rouge de plage, qui fonctionne très très bien sur les Montepulciano. Heureusement qu'on a quelques vignerons qui reviennent sur des choses plus construites. Pour parler des tanins, les tanins, je les trouve assez souples, assez fondus. C'est vraiment agréable à boire comme vin. Ah ouais, on a une trame tannique élégante, fine. C'est loin d'être l'agnanico, qui est rustre. Et même du Nebbiolo, qui est toujours asséchant, astringent. Ici, même si les Italiens aiment les tanins asséchants, le Montepulciano n'en fait pas. C'est pas. Même un côté un peu lacté, un peu. Ouais, c'est très bien. Pour la température de service, je dirais qu'à cette température-là, c'est idéal sur entre 16, 15, 17. Ouais, on peut le rafraîchir légèrement. On peut aller une pointe plus la bas. fraîcheur, ouais. Si on veut des choses un peu plus athlétiques. Les tanins étant pas rudes, l'acidité étant bien intégrée, vous pouvez vous amuser selon le type bien sûr, le type de vin que vous avez dans le verre. Mais oui, le Montepulciano se prête à plein d'exercices. Sur un accord mets-vin, on pourrait volontiers l'accorder sur des tartares de bœuf black angus au couteau pour garder ce côté un peu sang, avec peut-être un siphon parmesan qui fait la liaison un peu sur le gourmand. Ça me plaît. Ça irait bien. Puis un peu de capre pour l'acidité. Ça me plaît, voilà. Ça me plaît. La viande crue me plaît bien. Carpaccio, tartare, ça me plaît. On peut faire aussi, ce qu'on fait parfois, c'est mariner la viande au couteau. C'est un truc typiquement italien et voilà, ça fonctionne. Bon, aller chercher moins de fortune avec les poissons, peut-être pas cette cuvée-là qui commence à être déjà un peu structurée, mais c'est vrai que c'est le vin pour accompagner tout type de pizza, les pâtes, puisque comme toute la matière féculente diminue l'intensité de ce que vous présentez, bien évidemment, des vins qui peuvent arriver à avoir un contexte plus léger fonctionnent très très bien et donc s'engouffrent dans cette quotidienneté qui est évidemment, c'est les vins, voilà, quand on pense à un petit vin pique-nique, on pense à Montepulciano tout le temps. Même si, techniquement derrière, les plus grosses émotions de ma vie viennent de Montepulciano, viennent de vieilles cuvées de Valentini, de vieilles cuvées d'Emilio Pepe, sur lesquelles, franchement, j'ai des souvenirs très, très impressionnants. Donc, je vous souhaite d'en goûter tôt ou tard. Merci. D'autres suggestions? Non? Ok. Bien, on finit donc. Voici donc à quoi rassemblent les Abruzzes. Vous voyez bien. Les montagnes derrière, des jolies côtes. C'est un très joli paysage avec des très jolis vignobles. C'est loin d'être plat, c'est vallonné, c'est coteau, c'est vallonné, c'est plus ou moins pentu selon la proximité au Piémont. On a l'influence maritime et l'air froide. Donc, alors la mécanisation n'est pas tout à fait... Voilà. Ouais, si. Montepulciano, petite grappe, vous voyez, par rapport à l'Italie où je vous ai montré toujours des mastodontes, eh bien, monsieur la tient dans la main. Donc, il a une grappe qu'il tient dans la main. Donc, ça signifie petite dimension, assez compacte, petite graine, petite baie, belle maturité phénolique. Voilà, ça, c'est le Montepulciano. Tout sympa. Je ne sais pas comment il a pu faire la parenté avec le Sangiovese, mais à mon avis, il n'avait jamais vu les... Parce que regardez le Sangiovese, voilà.